Bonjour à tous. Je m'appelle Camille Sauvin et je travaille effectivement sous la direction de Jérôme Sacure et en partenariat avec Nukai, une entreprise qui essaye d'utiliser le bridge pour créer de nouveaux paradigmes en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la façon dont on peut utiliser le jeu pour acquérir de nouvelles connaissances sur les comportements humains. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un jeu ? Si on regarde dans le dictionnaire, un jeu, c'est quelque chose qui va être divertissant, amusant. En gros, le jeu, c'est quelque chose de fun. Mais si on s'intéresse à la littérature un peu plus spécialisée, on va pouvoir préciser cette définition en tant que système dans lequel plusieurs joueurs s'engagent dans un conflit artificiel défini par des règles et dont le résultat est quantifiable. J'aimerais bien insister sur 3 points importants dans cette définition. D'abord, il y a une composante décisionnelle. On parle de conflit artificiel. Il y a un conflit entre plusieurs choix possibles. Il y a un jugement à émettre, une décision à prendre. Il y a également une composante sociale, puisque le jeu est souvent, la plupart du temps, pratiqué entre plusieurs individus. Et c'est d'ailleurs en économie ce qui différencie un jeu d'une prise de décision, d'un problème de décision. Ensuite, il s'agit aussi d'une situation contrôlée. Il y a des règles et des résultats quantifiables, ce qui en fait un objet particulièrement intéressant pour les sciences cognitives, qui sont des sciences expérimentales, et donc pour lesquelles on a besoin de ces situations contrôlées pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et faire passer des expériences aux participants. Donc par ces 3 aspects qui nous font penser aux sciences de la décision pour la composante décisionnelle, aux sciences sociales pour la composante sociale et à toute science expérimentale pour le fait que ça soit une situation contrôlée, on peut dire que le jeu fait déjà partie des sciences cognitives. C'est déjà un objet qui en soi est dans les sciences cognitives. Bien évidemment, c'est pas juste qu'on applique les sciences cognitives au jeu, c'est que le jeu est un objet bien plus intéressant que d'autres, qui ont d'autres caractéristiques que le jeu. Donc, j'aimerais bien vous présenter d'abord comment est-ce qu'on conçoit le jeu en théorie des jeux, en sciences économiques, d'un point de vue plutôt abstrait et théorique. Donc ici, je vous propose l'exemple du dilemme du prisonnier, qui est un jeu économique utilisé depuis le début du XXe siècle, et qui est un jeu très classique utilisé en sciences économiques. On a 2 prisonniers, un prisonnier A et un prisonnier B. Ils ont été pris en flagrant délit lorsqu'ils ont voulu cambrioler une banque. Et on leur dit, voilà, vous avez 2 choix. Soit vous vous confessez, soit vous restez silencieux. Si les 2 joueurs se confessent, alors ils iront chacun 5 ans en prison. Si les 2 joueurs restent silencieux, alors ils iront 1 an en prison. Cependant, si l'un des 2 se confesse, alors que l'autre reste silencieux, celui qui se sera confessé pourra sortir de prison et celui qui est resté silencieux restera 20 ans en prison. Donc une façon de représenter ce jeu, c'est sous cette forme que je vous ai mis là, une forme d'arbre qui représente tous les choix possibles, à la fois du prisonnier A en orange et du prisonnier B en bleu. Ensuite, à la fin, on représente le résultat de la combinaison des choix de chacun. Et on peut facilement voir que, en fait, peu importe la décision du prisonnier A en orange, le prisonnier B aura toujours intérêt à se confesser. Il n'aura pas de meilleur choix. Et sachant ça, alors le prisonnier A devra aussi se confesser pour espérer rester seulement 5 ans en prison et non pas 20. Donc cette façon de résoudre un jeu et de dire les 2 joueurs vont se confesser, aucun des 2 n'a intérêt à faire autre chose, c'est ce qu'on appelle en théorie des jeux l'équilibre de Nash. On découvre cet équilibre en disant quelle est la stratégie optimale pour chacun des joueurs et on considère que les joueurs vont se comporter de manière optimale en suivant cet équilibre. La façon dont on l'a résolu, nous, là, en faisant un arbre et en partant du bas de l'arbre pour remonter vers le haut de l'arbre, s'appelle l'algorithme Minimax, qui est un algorithme encore utilisé aujourd'hui, enfin je dirais c'est plutôt le père des algorithmes utilisés aujourd'hui en intelligence artificielle. Et les intelligences artificielles aujourd'hui qui jouent au Go, aux échecs, au poker, ils utilisent cette forme d'arbre pour résoudre un jeu.
Donc le problème de cette théorie, c'est qu'elle fait deux prédictions qui sont plutôt fortes. La première, c'est celle que tous les individus se comportent de manière optimale, telle que décrit par la théorie des jeux, par l'équilibre de Nash. Et ensuite, celle que les individus supposent qu'autrui va se comporter toujours de manière optimale. Le problème, c'est que en fait, ce qu'on observe en pratique n'est pas réellement l'optimalité telle que décrit de la façon dont je vous ai présenté précédemment, mais en pratique, on observe une grande variabilité dans les comportements des individus. Ici, voici deux exemples de violation des hypothèses faites par la théorie des jeux. Dans le dilemme du prisonnier que je vous ai présenté avant, on observe 20% des joueurs qui vont en fait dire non, moi je vais choisir de rester silencieux. Et ils vont espérer que l'autre fera la même chose et que du coup ils pourraient rester chacun 1 an en prison au lieu de 5. Dans le jeu de l'ultimatum, qui est un jeu encore plus simple, où là il y a un individu à qui on donne une somme d'argent, celui-ci peut en donner une certaine partie à un autre joueur, n'importe laquelle. Donc mettons, je donne 30$. Et l'autre, de l'autre côté, peut soit accepter, soit refuser. S'il accepte, ils repartent avec cette répartition-là. S'il refuse, chacun part chez soi avec rien du tout. Donc là, l'intérêt de celui qui fait l'offre, l'intérêt de celui qui va donner l'argent, c'est donner le minimum possible. Et l'autre devra accepter ce minimum plutôt que de repartir avec rien. Mais sauf que dans les faits, on observe que 64% des participants donnent plus que le minimum. Donc ils sont plus généreux. Et donc tout ça, ce sont des données qu'on observe dans la vie réelle chez les êtres humains et qu'il va s'agir d'expliquer. Donc plusieurs théories ont été proposées pour essayer un peu de remédier à ces violations des expectations de la théorie des jeux. La première, c'est de considérer que l'humain est imparfait, que les humains cherchent bien effectivement à se comporter de manière optimale, mais ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont des compétences limitées, parce qu'ils ont des capacités cognitives limitées, et parce qu'ils n'ont pas assez de ressources cognitives dans certains contextes pour pouvoir résoudre un jeu, même s'ils essayent de le faire. Et un autre aspect qu'on pourrait modifier, ce serait la définition de qu'est-ce que ça veut dire une utilité, qu'est-ce que les gens maximisent, quel est leur but, et de dire les gens, d'accord, ils maximisent leur utilité, c'est-à-dire leur gain monétaire, mais ils peuvent aussi avoir une sorte de préférence pour la coopération. Ils ont une préférence pour vouloir être gentils, par exemple, pourquoi pas. Et d'ailleurs, dans une perspective un peu plus évolutionniste, on dirait pas que les individus maximisent leur utilité, mais plutôt leur probabilité de se reproduire. Donc dans ce contexte-là, les gens voudraient créer des partenariats de coopération fructueux, trouver des partenaires dans leur vie pour pouvoir avoir une descendance, et donc il y aurait des conséquences sociales, on va dire, à prendre en compte. Alors l'approche que j'utilise dans ma tête sûrement, mais dans ma thèse aussi, est bien différente. On va plutôt s'intéresser à la variabilité en tant que telle. En fait, là, on est arrivé jusqu'au point où on s'est dit, les joueurs sont variables. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait pas directement au comportement des joueurs sans dire à l'avance ils devraient se comporter de cette façon, de cette façon-là ou d'une autre façon. Et lorsqu'on essaye d'utiliser la psychologie pour expliquer les comportements humains dans la vie réelle, si on sort du jeu, il y a d'autres déterminants qu'on va pouvoir, qui vont entrer en compte, et notamment la personnalité. La personnalité, c'est l'organisation dynamique à l'intérieur des individus qui détermine leur comportement. Si ça détermine leur comportement dans la vie réelle, pourquoi est-ce que ça déterminerait pas leur comportement dans le jeu ? D'ailleurs, il a été montré que, et ce, non pas que dans la définition de la personnalité, mais dans son approche empirique, que la personnalité des individus prédisait un certain nombre de caractéristiques à long terme, comme la consommation de tabac, le domaine d'études que vous allez choisir, la réussite professionnelle, par exemple, ou si vous allez divorcer ou pas. Donc on sait que la personnalité prédit un certain nombre de choses, et on pourrait l'appliquer au jeu. Et d'ailleurs, ce qui a été montré dans les jeux, c'est que certains traits de personnalité, notamment l'agréabilité et l'extraversion, prédisent la propension des joueurs à vouloir coopérer. Donc maintenant que on a
mis le doigt un peu sur un concept intéressant pour prédire les comportements humains, qui est la personnalité. On peut se demander s'il n'y aurait pas une personnalité qui serait un peu plus spécifique au jeu. Ce serait quoi ma personnalité dans le jeu? Parce que en fait, les traits de personnalité très généraux, tels que ceux qui ont été étudiés à travers le Big Five ou le Five Factor Model, en fait, ce sont des traits de personnalité qui ont été extraits à partir d'un très grand nombre de descriptions d'individus. Les individus se sont décrits comme étant gentils, sympathiques, sociables, etc. Ils ont rempli un questionnaire en se décrivant avec énormément d'adjectifs. Ceci sans rapport aucun avec le jeu. Et à partir de tous ces retours des individus, on a pu extraire quelles sont les grandes dimensions. Il y a 5 grandes dimensions sur lesquelles les individus pouvaient varier les uns par rapport aux autres. Mais ça a été fait sans aucun rapport avec le jeu. Donc, on a le fait qu'ils soient généraux, ce que j'appelle métacognitifs, c'est-à-dire révélés à partir des retours des individus, mais rien à voir avec le contexte. De l'autre côté, on a des traits qui sont directement liés au jeu, qui, par exemple, quand j'ai parlé d'altruisme, est-ce que j'ai envie de donner plus? Est-ce que je suis généreux? Est-ce que j'ai envie de donner plus? Dans l'Ultimatum Game, j'ai parlé aussi de volonté de coopérer dans le jeu du dictateur. Est-ce que j'ai envie d'essayer de coopérer pour qu'on prenne chacun 1 an de prison et non pas 5? Donc ça, ce sont des traits qui ont été révélés directement dans le jeu. Mais par contre, ils n'ont aucune volonté, enfin aucun aspect généralisable, dans le sens où ils s'attachent à un comportement directement dans le jeu, et on peut pas forcément transposer ça à un comportement de la vie réelle. Et donc nous, notre approche, ce serait plutôt d'essayer de combiner un peu ces deux aspects des traits de personnalité. D'un côté, j'aimerais avoir des traits généralisables qui s'appliquent à un grand nombre de situations, mais je voudrais qu'ils aient quand même un petit rapport avec le jeu. Donc on a recréé les expériences qui ont été faites dans le contexte de la personnalité en créant un bridge inventory, c'est-à-dire un grand nombre de descriptifs qui ont un rapport avec le bridge sur lequel les joueurs vont pouvoir dire « Ok, j'ai plutôt tendance à réfléchir beaucoup avant de faire une enchère, j'ai tendance à regarder les cartes de mon partenaire, etc. » Beaucoup de manières pour les joueurs de se décrire, faire aussi un questionnaire de personnalité. Et d'après les réponses des joueurs de bridge qu'on a interrogés, grâce à ce questionnaire, on peut dresser un peu ici le rapport que les questions ont les unes avec les autres pour extraire des grandes dimensions. Et donc, grâce à ça, on a révélé 5 traits qui étaient relatifs au bridge, qui sont différents des traits de personnalité du Five Factor Model, qui sont l'émotivité, l'agressivité, l'expérience, la discipline et la créativité, qui soulignent des aspects qui sont à la fois nouveaux dans la personnalité et qui sont aussi pertinents par rapport au jeu. L'émotivité, par exemple, c'est à quel point est-ce que je vais réagir négativement ou positivement aux remarques de mon partenaire ou de mes adversaires. Donc on est dans l'interaction. L'agressivité, c'est vouloir avoir un impact négatif sur mon adversaire. Encore une fois, on est dans l'interaction. L'expérience, c'est vouloir s'entraîner avec son partenaire, non pas tout seul. On est encore dans le fait d'être dans une interaction entre plusieurs individus. La discipline, c'est vraiment apprécier et considérer qu'on est capable de suivre des règles définies a priori, quelque chose qu'on a vu comme faisant la partie de la définition du jeu en lui-même, et la créativité. Donc tous ces aspects sont à la fois nouveaux et pertinents pour décrire les comportements des joueurs, et en plus, dans une seconde étude, on a montré qu'ils étaient capables de prédire un certain nombre de décisions, et ce, mieux que les traits de personnalité généraux. Ce qui était plutôt ce qui souligne leur validité et aussi le fait qu'ils soient un peu décalés par rapport aux traits de personnalité généraux. Donc, à la question, est-ce que tous les individus se comportent de manière optimale? Je dirais plutôt non. Les individus se comportent de manière cohérente. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine histoire de vie, ils ont une certaine expérience qui leur ont qui ont créé en eux certains aspects de leur personnalité et qui va diriger leur comportement
d'un comportement à l'autre, on va pouvoir faire des prédictions cohérentes. Donc un joueur, un joueur qui est agressif, il ne sera pas agressif le lundi et plus le mardi. Il y a une certaine cohérence dans les comportements des joueurs. Et maintenant, est-ce que on peut supposer, ou plutôt, est-ce que les individus, quand ils jouent à un jeu, ils supposent que les autres, du coup, se comportent de manière optimale? Si on se dit que non, en fait, les individus se comportent non pas de manière optimale, mais de manière cohérente, ça paraît un peu curieux maintenant de faire cette hypothèse-là. Et d'ailleurs, ça paraît d'autant plus curieux que les individus humains ont une théorie de l'esprit. Ils ont des capacités sociales, ils ont la capacité de comprendre l'autre. Et je vais vous expliquer maintenant en quoi cette capacité-là, elle apparaît d'autant plus dans les jeux à information incomplète et dans les jeux complexes, où là, on voit vraiment en quoi est-ce que les capacités sociales des êtres humains vont être importantes. Alors, dans un jeu tel que le bridge, où là, je vous ai montré une situation de bridge standard, où vous avez votre main en sud, vous ne connaissez pas ni le jeu d'ouest, ni le jeu de nord, ni le jeu d'est. Donc on a 3 jeux cachés. Vous voyez seulement votre main en sud, et vous devez prendre des décisions. La seule façon que vous avez de prendre une décision dans ce contexte-là, ce serait... là, vous avez les jeux cachés, donc vous n'allez pas raisonner sur de l'inconnu. Ce serait de révéler le jeu, de révéler les 3 jeux que vous ne connaissez pas, et de raisonner à partir de ces jeux révélés. C'est ce qu'on appelle dessiner un monde possible. Mais vous allez devoir le faire pour ce jeu révélé-là, pour un autre monde possible, un 3e monde possible, un 4e, un 5e, etc., etc., jusqu'à avoir épuisé toutes les façons de distribuer les 13 cartes qui restent. Vous n'en serez pas capable. Donc, vous allez devoir utiliser d'autres choses. C'est là qu'intervient peut-être nos compétences sociales pour essayer de réduire cette incomplétude de l'information. Donc, pour être un peu plus concrète, je vais vous présenter l'exemple suivant, qui est Maxi et sa barre de chocolat. Donc, Maxi, il mange une barre de chocolat. Il est dans la cuisine. Et à un moment donné, il veut s'en aller. Donc, il met la barre de chocolat dans le frigo. Il s'en va. Sa mère, voyant ça, prend la barre de chocolat qui est dans le frigo et la met dans une boîte. Maxi revient. Où va-t-il aller chercher la barre de chocolat ? À partir de 4-5 ans, les enfants sont capables de comprendre que non, Maxi ne va pas chercher la barre de chocolat là où elle est réellement, mais là où il croit qu'elle est. Parce que, en fait, Maxi, il agit non pas en fonction d'un état magique du monde où tout le monde sait tout sur tout le monde, mais il agit en fonction de ses croyances à lui. Et les enfants à 4 ans, ils sont capables de faire ça. Alors maintenant, mon petit robot, qu'est-ce qu'il va faire ? Mon robot, il sait pas que les humains ont des croyances. Il sait pas que les croyances des humains vont affecter leur comportement. Donc il va lister toutes les possibilités. Où est-ce que Maxi peut aller chercher la barre de chocolat ? Dans la voiture, sous le canapé. Pour lui, c'est tout pareil. Il a aucune idée de c'est quoi un comportement humain ? Qu'est-ce qui va juste diriger nos comportements dans la vie de tous les jours ? Et pour lui, toutes ces possibilités sont équiprobables. Alors que pour nous, on va résoudre ce problème en 2 secondes. On dit voilà, Maxi il va chercher la barre de chocolat dans le frigo parce que c'est là où il l'a mise. Et lui, il va passer 150 000 ans à essayer d'évaluer toutes les possibilités pour descendre tout en bas de l'arbre, pour remonter toutes les valeurs jusqu'en haut de l'arbre et pour se dire maintenant je prends ma décision. Donc là, on a un problème et c'est peut-être là qu'on pourrait faciliter, nous, avec nos compétences humaines, le travail de la machine. Voilà. Donc la théorie de l'esprit est la capacité d'attribuer des états mentaux à autrui dans le but d'expliquer et prédire leur comportement. Je n'ai malheureusement pas de preuves concrètes sur le jeu de bridge parce que je suis en cours de thèse et que j'espère faire cette expérience après, mais je peux vous présenter des données expérimentales ou des données pour un peu préciser cette hypothèse et montrer ce qui a déjà été fait dans la littérature. Alors on sait déjà que les êtres humains font des inférences sur autrui pour deviner des informations manquantes. Par exemple, mettons que je vous mette 2 tasses devant vous, une tasse bleue et une tasse rose, et que je vous dis « passe-moi la tasse ».
Bon, ben, vous pouvez pas répondre à cet ordre et vous allez supposer que je ne vais pas vous donner un ordre auquel vous n'êtes pas capable de répondre. Donc, vous pouvez peut-être supposer qu'il y a une des deux tasses que je ne vois pas. Et les humains sont très bons à faire ça. Les humains sont très bons à faire des inférences sur les choses qu'on a dites et les choses qu'on n'a pas dites. Si je vous dis passe-moi une jacinthe, ben peut-être qu'il y a une autre fleur dans mon environnement. Sinon, je vous aurais dit passe-moi la fleur. Peut-être. Et ça, c'est quelque chose qui est tout le temps en marche chez les êtres humains, notamment dans la communication, où les gens essayent de deviner les informations cachées dans les choses qu'on est en train de dire. Ensuite, les humains sont aussi capables de faire des inférences sur autrui pour prédire leur comportement futur. Donc ici, encore une fois, chez les enfants, qui, comme vous l'avez bien compris, sont bien meilleurs que mon petit robot actuellement dans ce genre de tâches. Donc chez les enfants, si on leur présente deux vignettes, Paul a menti à Jeanne et Paul a fait une blague à Jeanne, les enfants tout seuls vont attribuer des caractéristiques à ces deux personnes. Ils vont dire que le Paul qui a menti est méchant et le Paul qui a fait une blague est gentil. Et à partir de ça, ils vont faire des prédictions sur les comportements futurs. Si on leur dit, à ton avis, est-ce que Paul va aider la dame à porter ses courses dans la rue ? Le Paul gentil, selon les enfants, encore une fois, iront plus probablement aider la dame que le Paul méchant. Alors qu'il n'y a strictement rien à voir entre le fait de mentir et le fait d'aider quelqu'un dans la rue. Pour autant, on essaye de faire ces prédictions-là sur la base des caractéristiques qu'on a inférées à partir d'autres comportements. On infère des caractéristiques en observant les comportements. Et ensuite, on essaye de faire des prédictions sur la base de ces caractéristiques-là. Bien que les comportements n'ont jamais été observés. Et donc c'est mon hypothèse un petit peu sur l'utilisation de la théorie de l'esprit dans les jeux à information incomplète. Ce serait que faire des inférences sur les comportements humains nous permettrait possiblement de réduire le nombre de mondes possibles, de réduire cette incertitude, de faire des prédictions sur les comportements futurs alors qu'on ne les a jamais observés. Donc, à la question, est-ce que tous les individus supposent qu'autrui se comporte toujours de manière optimale ? Je dirais non. Les individus supposent qu'autrui se comporte de manière cohérente, encore une fois, par rapport à des traits de personnalité, par rapport à un fonctionnement global qui fait qu'un certain nombre de comportements vont être cohérents les uns par rapport aux autres. Et pour finir, donc de manière très générale, j'espère que cette présentation vous a montré que les sciences cognitives, c'est plutôt un regard sur le monde, c'est plutôt une façon d'aborder un problème que le problème lui-même. Là, on a abordé le jeu avec deux nouvelles notions, la personnalité et la théorie de l'esprit. Deux notions qui ont été bien étudiées en psychologie et qu'on essaye, voilà, avec ce regard sciences cognitives, avec ce regard de cognitiviste, on va essayer d'appliquer ce point de vue-là à d'autres domaines, à d'autres objets, pour appliquer nos connaissances. Et bien sûr, j'espère aussi que je vous ai montré, même si j'en ai très peu parlé, que le bridge, de par le côté très sociable et social et le côté information incomplète, est vraiment un terrain d'expérimentation très fructueux pour les sciences cognitives, parce que ça nous permet, voilà, d'étudier le raisonnement des individus en situation extrêmement complexe, mais en situation aussi extrêmement sociale. Voilà, merci beaucoup.